L'Union africaine dans un dilemme sur le cas tchadien, c'est notre premier sujet avec l'invité international ce soir. On parlera ensuite de l'Ouganda où Yoweri Museveni a prêté serment aujourd'hui même pour un 6e mandat. Et le dernier sujet, ce sera la Centrafrique et l'affaire du mercenaire français arrêté. La responsabilité de la France est-elle engagée? Sujet qu'on aborde avec Maître Éric Emmanuel Sosa, avocat au barreau du Togo. Bonsoir Maître. Bonsoir Samia Niaoui. On parle donc du Tchad. Le décès brutal du président tchadien Idriss Déby Itno, atteint, selon la version officielle, par une balle au front, a automatiquement enregistré un pronunciamento au niveau du Tchad. L'armée a procédé à la suspension de la Constitution et à la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement, a pris les rênes du pouvoir, ce qui s'apparente à un coup d'État. Quelle va être la réaction de l'Union africaine? L'institution continentale se retrouve aujourd'hui dans une sorte de dilemme, Maître Sosa. C'est bien cela le problème. On se demande pourquoi est-ce qu'un dogme, parce que, il faut bien le dire, l'UA a désormais institué un dogme. L'UA n'accepte plus en son sein des pays où le pouvoir a été pris par des moyens inconstitutionnels. C'est bien le cas au Tchad. C'est-à-dire que là, littéralement, on a pris la Constitution, on l'a déchirée. Et on a décidé que désormais, ce sera une junte militaire qui allait diriger le pays. On se demande bien pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il faut qu'on réexplique les choses. Les États ont été créés de telle façon que les militaires obéissent à des hommes politiques qui peuvent être militaires si le peuple l'a décidé. Mais dans tous les cas, enfin, la carrière militaire de quelqu'un ne le disqualifie pas. Le général de Gaulle, par exemple, Dwight Eisenhower, par exemple, ont été des militaires devenus hommes politiques brillantissimes par ailleurs. Ils ont fait dans leur pays respectifs des choses extraordinaires en ayant été des militaires. Donc, on ne dit pas que le fait d'être militaire ou d'avoir fait sa carrière dans l'armée disqualifie quelque citoyen que ce soit. Mais ce qui n'est plus accepté, nulle part ailleurs, et notamment en Afrique aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle je disais que c'est devenu un dogme, c'est que on ne peut plus prendre le pouvoir par la force. Or, ici, c'est bien ce qui s'est passé. Maintenant, on se demande pourquoi on tergiverse. La règle doit être applicable systématiquement dès lors que la prise de pouvoir a été constatée dans des conditions qui ne sont pas les conditions que la constitution du pays, parce que chaque pays en est doté, a prévu. Donc, appelons les choses par leur nom, c'est un coup d'État, et quand il y a coup d'État, normalement, la sanction, c'est la suspension, jusqu'à ce que le retour à la norme constitutionnelle soit constaté. Et vient là, ici, pourquoi? Parce que Moussa Faki Mahamat est tchadien. C'est la raison pour laquelle on est en train de trouver des moyens d'amodier un tout petit peu le cas tchadien. Non, ça ne devrait pas exister. Je pense qu'il faut être clair pour être suffisamment ferme sur le sujet. Et à force de jouer avec le feu, on finit par contaminer systématiquement tous nos pays, et les normes constitutionnelles sont régulièrement bafouées, et à chaque fois on trouve des raisons pour expliquer qu'il y a une situation d'exception qui justifie qu'on foule au pied justement la règle qu'on s'est donnée. C'est juste inadmissible. Dans le cas tchadien, par exemple, lorsque les militaires ont pris le contrôle du pouvoir après le décès de Déby, on a mis en avant la situation sécuritaire du pays. Et on a vu comme s'il y a eu une sorte de, j'ai envie de dire, d'acceptation des autres. Au nom de cette situation sécuritaire, on accepte le fait. Mon cher ami, dites-moi, on connaît beaucoup de pays en guerre, mais ce n'est pas parce que le pays est en guerre que systématiquement il faut renverser l'état normal des choses et mettre des militaires à la tête du pays, parce que c'est avec les militaires qu'on gagne les guerres. Ou bien, l'excuse de la sécurisation du pays est quelque chose de non seulement c'est hypocrite, c'est fallacieux et c'est lâche. Pourquoi c'est lâche? Parce que en réalité,
même avec un chef civil, un gouvernement civil, l'armée faisant bien son travail, tout le monde est en sécurité, n'est-ce pas? Et on vient nous expliquer que ici, il faut mettre des militaires au pouvoir pour qu'on soit en sécurité. Non! Le rôle des militaires, et chaque pays en a besoin, soyons clairs là-dessus, chaque pays en a besoin. Si les hommes étaient des saints, on n'aurait pas besoin de police, on n'aurait pas besoin d'armée. Donc chaque pays a besoin pour sa sécurité de disposer d'une force militaire. Et c'est la raison pour laquelle nous avons des armées. Mais nous avons des armées pour nous protéger, pas pour nous diriger. Là, du coup, on fait une inversion des choses en nous faisant croire que parce que nous sommes en guerre, alors il faut que ce soit les militaires qui soient au pouvoir. Qui va faire la guerre? Parce que quand ils sont repus au pouvoir, complètement éblouis par les ors et les lambris du pouvoir, ils ne font plus la guerre, justement. Ou alors ils la font, mais depuis les bureaux. Et c'est pour ça qu'ils la font si mal et qu'ils la perdent. Donc, ayons des institutions claires, avec des armées qui, par vocation, obéissent à la Constitution, c'est-à-dire à un chef d'État élu, qu'il soit d'extraction civile ou militaire, mais parce qu'il est élu. Parce que c'est bien ce que c'est. Hein. On a choisi le modèle démocratique. Assumons la démocratie dans tous ses travers, si c'est possible. Ces travers, parfois, étant aussi, de temps en temps, lâchés en lit. Hein? Mais s'agissant du Tchad, non seulement la situation sécuritaire du pays, mais également, ce qui est mis en avant aussi, c'est le rôle pivot que joue le Tchad, qui est sur plusieurs fronts. Alors, attendez. On va essayer un peu il faut déconstruire ça, cette espèce de fiction que l'on nous avance à chaque fois. Alors, imaginons que la transition qu'on nous annonce a une durée effective de 18 mois. Oui. À la fin des 18 mois, ils vont faire comment? Ils vont élire un chef d'État qui sera nécessairement civil ou qui devra démissionner de l'armée avant de postuler. Donc s'il est élu, il sera civil. Alors, parce qu'on aura élu un civil, le pays sera moins sécurisé? C'est à ça qu'on nous prépare, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est en train de nous faire croire que si dans 18 mois, on revient dans un ordre constitutionnel, on va dire, réformé, d'accord, et qu'on élit un président et qu'il est civil, on retombe en insécurité? Franchement, est-ce qu'on peut vraiment faire avaler ça à quelqu'un? Donc arrêtons ça tout de suite. Parce que ça, par contre, non, c'est totalement bidon. C'est un argument qui est inopérant à tous les niveaux. Parce que nous dire qu'il y a une situation exceptionnelle, c'est pour ça que la jeune sait mieux. Mais non, la jeune ne sait pas mieux. Ils vont devenir ministres. Ils seront moins présents à l'état-major. Et donc, comme ils sont tous des gens fortement galonnés, on aura une armée qui sera moins bien dirigée et qui aura des gens qui auront des velléités politiques, justement, et qui vont moins bien faire leur travail en tant que militaires. C'est ça aussi le risque. Et c'est le drame du Tchad à chaque fois. Parce que c'est toujours un ancien militaire qui a déserté, qui est à chaque fois en rupture de banc avec le chef militaire, parce que ça a toujours été des chefs militaires, d'accord? Depuis Tombaba, il n'y a toujours eu que des militaires. Donc, maintenant, on se rébelle. C'est pas des gens qui se réveillent un matin en disant ils sont rebelles. Non, au Tchad, quand on est opposant, il faut faire une opposition armée pour arriver au pouvoir. C'est ce qu'ils ont tous fait. C'est ce qu'ils ont tous fait. Qu'on nous dise, écoutez, j'ai toujours regardé avec énormément de méfiance les charges qui ont pesé sur Hissène Habré et qui lui ont valu sa condamnation à des peines très longues. Je crois qu'il est condamné à vie. Bon, mais il faut pas oublier, et il faut y insister, comment ça s'appelle, Idriss Déby était chef d'état-major. Il était un cadre du système Habré. Alors tout ça se passait, Hissène Habré seul torturait les Tchadiens et Idriss Déby, qui était un haut cadre de l'armée, ne le savait pas. Et il n'y a jamais participé. On va faire croire ça à qui? Et maintenant qu'il l'a balayé par toujours la force. Les gens qui étaient avant les pro-Habré, qu'est-ce qu'il en a fait? On n'a jamais posé la question. Alors, à chaque fois, on nous fait le coup. Alors maintenant, c'est son fils.
Et bon, probablement qu'ils sont en train de l'installer pour 30 ans aussi, comme son père. Alors, on a un président de la commission de l'UA qui est en train de tergiverser, parce que probablement, s'il dit autre chose, il ne reviendra plus au Tchad. Il y a de la famille. Ils ont la gâchette facile. C'est un peu ça ce qu'on est en train de vivre. Oui. Donc en fait, on a l'impression que l'institution elle-même est prise en otage à cause de la nationalité de celui qui la dirige. Et c'est la raison pour laquelle je dis que la situation actuelle, elle est révoltante, parce qu'on ne comprend pas pourquoi. Quand il s'agit du Tchad, on ne décide pas parce que c'est un Tchadien qui est aux affaires à l'UA. Et on le voit quand même au niveau de l'Union africaine, ça prend du temps pour qu'une décision soit prise à propos du Tchad. Mais ça veut dire que l'institution fonctionne mal, parce que si le président de la commission n'a pas le courage de le dire, il doit y avoir des gens qui doivent avoir une voix qui porte mieux et qui le disent. Mais la France, vous avez vu la position de la France, et vous savez aussi que sur plusieurs plans, l'Union africaine s'aligne généralement sur cette position aussi. Sur la position de la France, oui. Ben, elle a toujours tort en le faisant. Parce que, attendez, vous vous rendez compte, on parle de l'Union africaine. On ne parle pas d'un État qui est dans un rapport bilatéral avec un autre État. On parle d'une organisation panafricaine. C'est la seule que nous ayons d'ailleurs, d'accord ? Qui est au pas et qui attend à chaque fois de recevoir d'abord les directives d'un pays, un seul pays, de la France. Au nom de quoi ? Au nom de quoi ? Mais attendez, non. On est nombreux à aimer la France, pour beaucoup de raisons. Mais pardonnez-nous et permettez-nous d'aimer plus l'Afrique. Et quand on est dans cette position, il ne faut absolument pas avoir d'état d'âme. De Gaulle l'a dit, oui, et j'approuve ça totalement. Les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais que les Africains commencent à identifier où se trouve leur intérêt et qu'ils arrêtent de faire ces jeux incestueux avec un pouvoir qui était anciennement colonial et qui aurait envie de se défaire un peu d'un certain fardeau, même si de temps en temps elle y trouve un avantage. Disons les choses sincèrement, la politique africaine de la France, elle est conduite par la France pour les avantages de la France. Maintenant, il faut que les Africains aient une politique africaine de la France, pour qu'on voit un peu comment le jeu s'équilibre. Enfin. Deuxième sujet, l'Ouganda. Le président Yoweri Museveni, proclamé vainqueur de la présidentielle d'il y a quelques mois dans le pays, a prêté serment aujourd'hui même dans la capitale Kampala, en présence de plusieurs chefs d'État et de milliers d'autres invités. Museveni est arrivé sur la place de l'indépendance de Kololo, dans la capitale Kampala, peu après 11 heures pour la cérémonie, donc accompagné de son épouse Janet Museveni, l'homme de 76 ans, rempile donc Maître Sosa pour un 6e mandat. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Museveni ? Enfin, à lui, rien. À l'Ouganda, qu'il trouve un moyen de s'en débarrasser. Parce que, non, il devient encombrant, il devient inefficace, sa gouvernance est illisible, et la façon dont il conduit les affaires politiques est absolument honteuse pour... vous voyez, à chaque règle, il faut une exception. On disait que les mauvais élèves, les cancres démocratiques sont tous francophones. Eh bien, nous avons l'exception anglophone. Voyez-vous, voilà. À chaque règle, il faut une exception. Eh bien, l'exception anglophone, et c'est Museveni en Ouganda. C'est honteux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise encore de ça ? Il n'y a aucun commentaire à faire de la chose. C'est indéfendable. Comme ça l'était pour Idriss Déby, ça l'est pour Museveni. Voyez-vous, à peu près, ils ont la même durée au pouvoir. Museveni a dévancé un tout petit peu plus, mais quand même, c'est-à-dire, en aucune manière c'est défendable. Non, en aucune manière c'est défendable. C'est-à-dire que à chaque fois on nous dit oui, bon, mais nous sommes des démocraties en création. Certains disent encore que nous sommes en gestation. Ils n'ont pas tort tout à fait, parce que à certains niveaux c'est vrai que nous n'avons pas encore toutes les cartes en main pour disposer d'une démocratie totale. Parce que la démocratie, c'est pas uniquement aller voter. C'est beaucoup de choses qui doivent l'accompagner, et je pense qu'elle est plus facile et plus vivable quand elle est accompagnée d'un climat de prospérité, ou même d'un sentiment
même ténue, de pouvoir disposer d'un peu de confort social. Mais quand tout ça est absent, la démocratie est une fiction. Et ici, effectivement, dans nos pays, la plupart du temps, elle n'est que théorique. Et c'est la raison pour laquelle il y a encore des attentes très fortes vers un renouveau démocratique réel. On va y arriver, on y travaille, on doit continuer à y travailler. C'est long. Et dans la vie d'une nation, d'un continent, d'un pays, 60 ans, c'est rien comparé à une vie d'homme. Nous passerons tous, notre génération, elle passera avant qu'on ne vive une véritable démocratie en Afrique. Ça, c'est vrai. Bon. Mais cela posé, il ne faut pas qu'on soit complaisant avec les manières crapuleuses de tordre le cou à la démocratie et de tuer l'espérance démocratique. En fait, le problème n'est pas tellement que la démocratie ne soit pas aboutie, c'est que on a des comportements qui assassinent même l'espérance démocratique. Ça, c'est bon, c'est encore plus grave. Parce que, vous voyez, il y a des gens qui désespèrent, qui se disent, mais finalement, on n'y arrivera jamais. Mais ce n'est pas la panacée universelle, la démocratie. Elle a tellement de défauts, elle a beaucoup de travers. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de modèle de gouvernance qui propose quelque chose de meilleur. C'est-à-dire que même les monarchies sont démocratisées. Oui. De sorte que le citoyen le plus faible, il sait que par rapport au roi, il a des droits. Et que ces droits sont défendus par quoi? Mais par une constitution, c'est la loi fondamentale. Donc, je n'ai pas de problème à vivre en monarchie, à condition que mes droits soient respectés. Et que le roi ne m'écrase pas de sa royauté, de son Altesse. C'est ça le problème. Donc, si je le revendique du roi, je le revendique du président. C'est là tout le problème que nous avons, voyez-vous. Et l'ancien Guerriero a prononcé un discours aujourd'hui dans lequel il a dit beaucoup de très bonnes choses, notamment, je retiens cette phrase, nous allons favoriser le bien-être du peuple congolais. Voyons. Du peuple ougandais. Oui, bah voyons. Alors, attendez. Il a attendu 34 ans pour se rendre compte que c'est pas encore, le bien-être du peuple ougandais n'est pas encore favorisé. Alors finalement, qui défavorise le bien-être du peuple ougandais depuis 34 ans? C'est pour ça que je dis, ce que je souhaite au peuple ougandais, c'est de pouvoir se débarrasser de lui. Par tous les moyens possibles. Je veux dire, ce n'est plus admissible. C'est-à-dire que, en fait, ces gens créent les conditions d'une révolte qui finit par les balayer. Et parfois, elle est violente. Prenez le cas. On en a vu beaucoup qui sont partis comme ça parce qu'ils ont voulu faire le mandat de trop. Ben Ali, même Blaise Compaoré, quand il s'agissait de traficoter la Constitution pour lui permettre de... écoutez, le peuple s'est révolté. Le peuple ne se révolte que parce que vous créez des conditions qui sont inacceptables et que l'abus sur abus devient invivable. Et du coup, le prurite... de la rue finit par créer des révolutions. Et c'est tout. Respectez le peuple et il ne vous en voudra pas parce que, il y a une règle du jeu qu'il a acceptée avec vous. Point. Dernier sujet. Nous parlons de la Centrafrique pour évoquer l'arrestation d'un ressortissant français détenteur d'un important stock d'armes et soupçonné d'activités subversives par les autorités centrafricaines. Cela met Bangui tout en émoi, mais la France peut... Enfin, la responsabilité de la France, mais tout ça, peut-elle être engagée dans l'arrestation de Juan Rémy Quignolo avec son arsenal? Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit juste d'un individu isolé que la France n'a rien à y voir? Écoutez, pour avoir vécu ce genre de situation, pour avoir ferraillé contre des mercenaires, je peux vous dire que parfois, c'est des loups solitaires qui sont plutôt en train de rechercher de l'argent, et le fait qu'ils disposent d'un passeport français ne devrait, me semble-t-il, pas impliquer quelques responsabilités de la France, à moins que les services secrets français soient derrière, à moins qu'ils l'aient aidé. Mais posons-nous la question, pourquoi la France, qui a déjà un dispositif militaire en Centrafrique, irait encore faire recours à des mercenaires? À quelle fin?
si on se pose la question comme ça, on voit très vite que la France, en tant qu'État, n'a rien à voir dans cette affaire. C'est un Français. Ben, il arrive de temps en temps que des nationaux de tout le pays soient tentés par des aventures criminelles. Parce que le mercenariat, c'est d'abord et avant tout un groupement de malfaiteurs, parce que bon, ils ne feront pas ça pour aller récolter, aller faire la moisson des champs de maïs, en général. C'est des matériels de guerre, c'est pour faire la guerre, c'est pour tuer, au nom et pour le compte de quelqu'un. Bon, maintenant, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais, dire que la France doit y trouver matière à se faire reprocher quelque chose parce qu'il est français, non. Il y a, en tout cas, pour l'instant, aucune relation de cause à effet n'est créée entre cet individu et le gouvernement du pays dont il est le ressortissant. Donc, le fait qu'il soit ressortissant français est probablement anecdotique. C'est un mercenaire, un professionnel de la guerre à la petite semaine, et ils le font pour de l'argent la plupart du temps. Et bon, c'est des barbouzes, si vous voulez. Mais il n'est pas non plus exclu l'hypothèse d'une implication de la France. Écoutez, c'est toujours le problème. Et parfois, la France le cherche bien, parce qu'elle n'a pas toujours joué franc jeu, elle n'a pas nécessairement une politique africaine d'une lisibilité exceptionnelle. Donc du coup, à chaque fois, on la soupçonne de jouer un jeu double. Mais là, en l'occurrence, je vous le dis, notamment en Centrafrique, la France y a déjà un dispositif militaire. Pourquoi aurait-elle besoin encore d'avoir en sous-main des gens qui vont faire... quel type d'opération à son avantage? C'est la raison pour laquelle j'exclus définitivement la responsabilité de la France. Le dispositif militaire, il est quand même un peu en difficulté avec la présence russe. Et on sent beaucoup que la France a envie de reprendre la main. Je n'ai pas le sentiment qu'il y a une concurrence déclarée entre les Russes et la France. Nous sommes en matière de géopolitique. Et nous sommes dans un pays qui appartient à ce qu'on a appelé le précaré français. D'accord. Et les relations historiques entre la Centrafrique et la France font que on peut imaginer que la politique française officielle veuille exercer une prééminence sur tous les autres qui vont venir. C'est normal. Mais c'est pour ça que je dis à chaque fois, au lieu de pointer du doigt la France, regardons le gouvernement centrafricain. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il dit quoi dans cette affaire? Entre les Russes et les Français, lequel préfère-t-il? Mais il a le droit aussi de dire « je veux les deux ». Parce que ma protection est plus facilitée comme ça. Elle est plus garantie parce que les deux ensemble font une synergie qui me donne une opérationnalité plus efficace. On peut le dire aussi. Mais là, ici, on est en train de spéculer sur ce que la France veut en Centrafrique. Ben non, c'est ce que les Centrafricains veulent chez eux et avec qui? C'est-à-dire, franchement, même si je décide d'être prostituée, j'ai le droit de choisir avec qui. Parce que ce genre de comportement politique ressemble un peu à de la prostitution. Voyez-vous, je me donne au plus offrant. Et donc, en fin de compte, je vends ma dignité à l'encan. C'est très grave d'en arriver là. C'est très grave. Il faut qu'on arrive à sortir les pays africains de ces logiques-là. Et j'aurais aimé, par exemple, qu'on nous dise il y a une troupe congolaise qui vient aider les Centrafricains. Ça aurait, pour moi, panafricain sanguin, ça aurait de la gueule. Ben, qu'on me dise c'est les Français et les Russes qui sont là, pendant que les Congolais ont déjà beaucoup de problèmes chez eux. Bon, mais quand si c'est pas le Congo, ça aurait pu être le Kenya. Voyez-vous ce que je veux dire? Voilà, c'est vers ça que je voudrais qu'on tente plutôt qu'on dispute sur est-ce mieux la France ou la Russie. Non, je m'en fiche de ça. Est-ce mieux l'Afrique? Toujours. Les politiques africaines doivent être claires et tenues par des gens qui sont éclairés. C'est ça le problème que nous avons. Maître Éric Emmanuel Sosa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir. La pause maintenant, et puis juste après le journal, on revient pour Regard Croisé.